Sur l'installation de cette usine de désancrage donc à Bessay-sur-Bray. On est en plein travaux préparatoires. On prendra la décision définitive lors du premier semestre 2015, étant entendu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que cette décision ne soit pas prise de manière définitive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a absolument aucun impact entre une éventuelle reprise de Viserne et un investissement et ou le financement d'un PSE avec l'investissement de désancrage sur l'usine de Bessay. C'est deux choses totalement indépendantes et le financement est prévu d'un côté et de l'autre sans qu'il y ait lien entre l'un et l'autre. Oui, monsieur Lebard, c'est vous qui dites qu'aujourd'hui, qui allez juger si son projet est viable, mais moi, connaissant votre passé et ce que je viens d'entendre, moi, j'ai aucune confiance en vous. Je vous le dis. C'est pas à vous à juger si le projet est viable. Alors, moi j'entends très bien ce que vous dites. C'est pas moi qui jugerai, puisque de toute manière, à la fin, si vous voulez que je balance, entre guillemets, vos potentiels colisenciments par la fenêtre à n'importe qui et n'importe comment, et que tout ça disparaisse et que derrière vous n'avez rien, ça sera votre sujet. Vous ne viendrez pas me dire après que j'ai dit n'importe quoi. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est pas moi qui prendrai la décision définitive. On verra comment ça fonctionnera. On verra quand fonctionnera. Je me permets juste d'attirer votre attention sur ce point-là qui me paraît être un point de vigilance important pour vous. Voilà. Et je le dis et je le redis, l'État français, qui effectivement est également sur le dossier, sera à sa manière aussi, je pense, extrêmement vigilant. Je me permets, puisque vous mettez entre guillemets en doute mes compétences et vous êtes tout à fait en droit de le faire, je voudrais juste remarquer que Vertaris, à ma connaissance, ça n'a pas non plus été un succès total, et allez demander au personnel de Vertaris ce qui s'est passé pour eux, on en reparlera tous les deux à un moment donné. Une question? Oui, je veux bien. Allez leur poser la question, on en reparlera tous les deux. Oui, pourquoi vous voulez mettre une station de désancrage dans un endroit où il manque d'eau pendant 6 mois dans l'année? Écoutez, on a les études. Allez-y. Alors, la station de désancrage ne consommera pas plus d'eau que la machine à papier actuelle, donc ça ne change absolument rien sur les besoins en eau de Bessay. Et alors, ça fait partie des choses qui vont... Oui, enfin, les bandages de boue, merci, on s'en occupe et on est en train de monter le dossier pour pouvoir étendre notre champ d'épandage. Donc il n'y a pas de souci particulier sur ce point-là non plus. Là, on a une extension de plan d'épandage, enfin, je pense que vous le savez, et donc nous on n'a pas de problème d'épandage au niveau de Bessay. On a même commencé à enlever les boues historiques que l'on avait sur le site, qui étaient stockées depuis 2003. Il y a des questions? Oui. Non, ni l'un ni l'autre, il est venu spontanément se présenter. Voilà. Et comme c'est quelqu'un qui connaît bien l'industrie papetière, comme vous savez, et qui lit la presse, voilà, il s'est manifesté spontanément, et on l'a évidemment reçu sans que l'État nous impose quoi que ce soit. Et je le redis, je l'ai fait, et dès que je l'ai su, en totale transparence, et lorsqu'on m'a dit, ça serait bien que vous le rencontriez, parce qu'il a un plan crédible, j'ai pris un train, et je l'ai vu dans les 3 jours qu'on suivi, sans que qui que ce soit m'impose quoi que ce soit. Il y a une nouvelle question? Donc moi je vais vous dire une chose, monsieur Lebard, c'est j'espère que vous allez faire le nécessaire et qu'il n'y a aucune barrière avec le repreneur, parce que sachez bien qu'en juin 2015, vous mettez 307 familles en péril, qu'on multiplie par 3,5, ça fait 1000 salariés au niveau de transporteurs, sous-traitants, etc. Donc j'espère que vous allez faire le nécessaire avec ce repreneur. En tout cas, je ferai tout ce que je peux pour essayer d'y arriver, de trouver une solution intelligente pour vous tous. Oui, je m'y engage, et je le ferai. Dans les limites, je le redis, des moyens dont je dispose. À quel moment il va officialiser ici? C'est ici, monsieur Lebard. Pardon. À quel moment il risque d'officialiser sa démarche? L'officialiser, il l'a quand même déjà un peu officialisé, parce que je veux dire, tout le monde sait qui il est, ce qu'il fait, et voilà. Bon, il travaille, je le dis, il travaille vraiment, donc je le vois là dans 15 jours à nouveau, il doit nous présenter plus d'éléments. À partir de ce moment-là, ça sera plus facile de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Je crois que, je le redis, il y a 2 questions aujourd'hui en suspens qui sont importantes, c'est le nombre de personnes qui peut effectivement reprendre dans son projet, et deuxièmement, le financement du projet en tant que tel, qui sont 2 sujets fondamentaux voilà, pour comprendre vraiment ce qui va se passer et ce qu'il veut faire.
justement du financement, est-ce que vous avez déjà une idée des montants et des Voilà. La question, allez-y, on pose des choses. Au niveau du financement, est-ce que vous avez déjà une idée du montant qui pourrait être disponible et quelle serait l'origine de ces capitaux? Ben, aujourd'hui, les montants disponibles, entre guillemets, c'est ce qu'Arjoguine c'est prêt à faire. Après, sur le reste, j'ai pas d'informations. On a un premier chiffrage qui nous a présenté, mais qui est, je dirais, à géométrie variable. Vous avez bien compris qu'il y a différents paramètres qui font que de toute manière, entre l'investissement, les problématiques éventuelles de plans sociaux et ou de sous-traitance, fait que tout ça peut bouger. Et après, derrière, lui, il doit avancer. Il nous a fait part du fait qu'il travaillait avec d'éventuels investisseurs, donc il avance sur le sujet, mais j'en sais pas plus. Et c'est pour ça, vous le comprenez bien, et je le redis, que je reste prudent, je ne veux pas vous faire de faux espoirs. Il y a une solution, aujourd'hui elle a besoin d'être vraiment travaillée. On est plutôt en phase, je dirais, initiale qu'en phase finale. Voilà. Une nouvelle question ici. Oui. Concernant la survie de l'usine, est-ce que vous allez revenir d'ici la fin juin sur Luzerne, quelle que soit la situation de l'entreprise? Je peux tout à fait revenir avant la fin du mois de juin. Je peux même dire que sur le premier trimestre de l'année prochaine, je peux prendre l'engagement de revenir vous voir pour faire un point un peu complet, pour savoir où est-ce qu'on en est. Voilà, tout à fait, pas de souci. Pardon? Attendez, j'entends pas. Pour vous, nous, on a fini au mois de juin, ici. Pour moi, les choses quand même sont très claires. De deux choses l'une, soit on a trouvé une solution et il y a un repreneur qui reprend l'usine et l'usine continue et de toute manière elle ne fera plus partie du périmètre d'Arjowiggins. Donc on aura, comme je l'ai dit, cédé pour 1 euro et il y aura pour vous effectivement un nouvel actionnaire à travers la présence d'un repreneur. Si malheureusement on n'a pas de repreneur, il faudra effectivement que l'usine soit fermée à partir du début juin 2015. Oui. S'il doit y avoir des licenciements, est-ce que c'est vous qui allez nous licencier ou est-ce que c'est le repreneur qui va dans son programme de reprise? C'est justement un des points qu'il faut discuter avec lui. Alors après, ça revient entre guillemets un peu au même, sauf que les conditions de licenciement, peut-être mieux qu'elles soient au départ discutées avec nous de manière claire et précise. Voilà. Ça me paraît, en tout cas, c'est une petite suggestion que je me permets de vous faire. Que se passe-t-il si le projet du repreneur, au niveau timing, est incompatible avec la date du fin juin? Il faut qu'il soit compatible. Et le repreneur travaille dessus, d'arrache-pied. Il a tous les éléments pour le faire, il a eu accès à absolument toute l'information dont il a besoin. Il a son plan, il connaît la papeterie, il connaît le secteur du papier. Vous avez bien compris qu'ils étaient deux. Son collègue également est quelqu'un de point de vue technique très compétent, donc ils sont en mesure de faire ce qu'il faut. Et dans des projets comme ça, voilà, ça fait déjà quand même quelques mois qu'il travaille sur le sujet, il a encore quelques mois devant lui, donc oui, le temps et le calendrier est suffisant. Sauf que le projet risque de... Je n'ai pas parlé de la période de transition parce qu'effectivement on doit en discuter. C'est à lui de me faire une proposition sur le sujet. Moi je peux pas, si vous voulez, je peux pas faire le plan à sa place. Donc à un moment donné, c'est à lui de me dire de manière claire, voilà mon plan, j'ai besoin de sous-traitance, voilà quel type de sous-traitance dont j'ai besoin pendant combien de temps, il faut qu'on chiffre ça, voilà le personnel que je veux garder ou pas garder. Donc si je le garde pas, voilà les coûts de financement, il va avoir vous me financier le coût de licenciement, etc. etc. C'est à lui de revenir vers moi avec un plan. Moi je peux pas répondre à sa place là pour le coup. Pardon? Si lui avance suffisamment. C'est pas moi, je ne négocie pas avec moi-même, ça dépend de lui. Lui il voit des investisseurs, où est-ce qu'il en sera dans 15 jours avec ses investisseurs? J'en sais rien. Est-ce qu'il aura avancé suffisamment? J'en sais rien. Ça dépend de lui, ça dépend pas de moi. Si son projet nécessite une grosse modification de la machine à papier, comment peut-il faire en 6 mois une grosse modification? Ça, voilà, moi je ne vais pas répondre là, c'est à lui de répondre. Il a l'air de dire qu'il peut faire les choses de manière rapide. Comment vous percevez lui alors? Comment je le perçois? Il est crédible. C'est quelqu'un de crédible. Après, je redis, la question, c'est il a besoin d'affiner de manière importante son projet, comme je l'ai dit, à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue financier. On n'entend rien.
Allez, un micro. Oui, si le projet du repreneur est porteur, novateur, est-ce que vous seriez personnellement prêt à investir comme vous l'avez fait en 2008 votre argent? Alors, Agnès dit, il n'y en a plus. En tout cas, il n'y en a plus beaucoup, pas dans les proportions voilà, qui justifieraient. Et puis je dirais que la deuxième chose, à tort ou à raison, quand j'investis pour être aux commandes. Alors vous allez me dire, il y a vos collègues qui ont dit de toute manière, vu ce que j'ai fait, c'est lamentable, donc voilà. Non, mais je le fais en gérant les choses. J'investis pas de manière minoritaire dans des projets, à titre personnel. Non, c'est pas j'y crois pas, c'est que voilà, alors sauf si le conseil d'administration de Seconam vire et que je me dis c'est une très bonne idée de venir reprendre l'usine de Viserne, aujourd'hui je crois pas que ça soit l'intention du conseil d'administration, donc voilà, la probabilité que je le fasse est faible. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, mais il n'y a pas qu'à Charavine où on a investi, où après derrière on a annoncé la cession, la fermeture. C'est malheureux, mais je le redis, le marché, apparemment personne ne veut l'entendre. Et voilà, j'aimerais bien, vous savez, qu'il y ait plus de consommation de papier. J'aimerais bien que les gens impriment plus. J'aimerais bien voir même qu'ils mangent du papier, ce serait une bonne nouvelle. Malheureusement, c'est pas le cas. Et là, je peux rien faire contre ça. Donc oui, malheureusement, on a investi parce qu'on a essayé d'y croire, on a essayé de faire tout ce qu'il fallait pour essayer de s'en sortir. Ça n'a pas marché, les marchés et les volumes se sont effondrés. C'est malheureusement, c'est factuel. Bien sûr que les actionnaires ne sont pas contents. Ils mettent de l'argent, ils en perdent. Pardon, j'entends pas. J'arrive avec le micro. Gourmands, je sais pas, en 3 ans, ils ont été gourmands depuis 7 ans. Parce que ça, je peux vous dire qu'en tant qu'actionnaire, depuis 7 ans, ils n'ont pas vu grand-chose. Ils ont surtout remis de l'argent. Voilà ce qu'ils ont fait depuis 7 ans. Donc vous dites gourmands, ils ont remis de l'argent. Et je l'ai dit tout à l'heure, 250 millions d'euros en 2 ans. Et avec un cours de bourse, pour le coup, qui s'est totalement effondré. Non, pas du tout. Ils ont mis de remis. Bon, monsieur Richardi, j'entends vos points. Voilà. Je vous remercie de vos remarques. Pardon ? Non mais... Oui, mais depuis... Et c'est pas le démantèlement d'Arjowiggins. C'est malheureusement... C'est malheureusement pas le démantèlement d'Arjowiggins, c'est malheureusement le fait qu'on a dû affronter un marché qui s'est effondré et des surcapacités, un métier dans lequel il y a des surcapacités. Voilà, alors après vous appelez ça démantèlement si vous voulez. Malheureusement, c'est pas un démantèlement, c'est une opération survie. Si la date butoir n'est pas respectée en juin, vous voulez ce qui se passe? On va tous aller pointer là où il faut. Et puis la deuxième chose qu'il va faire, c'est que... Attendez. Je pourrais juste finir ce propos-là. Si ça dérapait, je suppose que ça dérape, d'ailleurs je vois pas de raison pour laquelle ça déraperait, vous savez ce qui se passe? C'est que l'enveloppe dont je vous ai parlé, le montant qui est prévu sur la fermeture de Viserne, et où de Charavine d'ailleurs c'est la même chose, et ben elle va baisser. Parce qu'effectivement, il y aura moins de liquidité. Le petit calcul que je vous ai expliqué tout à l'heure. De moins en moins de liquidité, de moins en moins d'argent, et donc de moins en moins de possibilités de payer quoi que ce soit. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a pas travailler. Ouais, voilà, nous, c'est une fiche de paye pour nous. La finition ? C'est une bonne question, une question qu'on a posée aux repreneurs. Et effectivement, c'est un des éléments importants de la compréhension du plan qu'ils présentent, sur lequel cette réponse-là ne nous paraît pas aujourd'hui très très claire. Pardon ? Oui. Voilà, franchement, je crois que c'est à lui de vous en parler, le moment venu, lorsqu'il sera plus avancé dans son plan, c'est pas à moi aujourd'hui de répondre à cette question à sa place. Donc je crois que ça dépend vraiment beaucoup de lui, de l'état d'avancée de son plan, et comme le disait tout à l'heure monsieur, le moment auquel, entre guillemets, voilà, il a plus d'éléments précis pour expliquer son projet. Et c'est pas que je ne vais pas vous répondre, mais c'est pas à moi de le faire.
Pendant la période de transition, est-ce que vous allez donner du travail pour tout le monde ici, pendant les 6 mois? Pendant les 6 mois, quels 6 mois? Si après, vous parlez après juin, oui. Après juin. Est-ce que les commandes seront suffisantes pour alimenter la totalité, pour faire que la totalité du personnel travaille? Je vous redis, c'est là où on a besoin de, entre guillemets, négocier, discuter avec le repreneur pour bien comprendre ce dont il a besoin, qu'est-ce que ça signifie financièrement, qu'est-ce que ça veut dire. Et avec cette idée de vase communicant entre une poche sous-traitance, une poche éventuel licenciement et une poche investissement. Et donc là, ça dépend de lui. Là, je ne peux pas vous répondre. Questions? Avec la CASO, oui, on a des contacts avec la CASO. On discute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le sens de votre question par rapport à ça? Si vous avez eu des contacts avec la CASO, ça donne quoi pour l'entreprise? Voilà, la CASO est informée de ce qu'on fait, de comment est-ce qu'on avance. Voilà, après, qu'est-ce que ça donne? On informe la CASO de la manière dont on avance. Si votre question c'est sur des éventuels investissements, est-ce que la CASO peut faire ou pas faire? Là encore, c'est une question qui est à poser au repreneur, pas à moi. Je tiens à vous signaler que j'ai donné la fameuse feuille à... Je vais regarder. Non, mais ça serait bien que vous le regardiez devant tout le monde. Ça peut faire un peu tout le monde. Non, mais allez-y. Voilà, allez-y, monsieur. Non, mais bon. Oui, non, c'est un article des Échos. Ouais, voilà. Donc on dit un article des Échos qui date de 2008. Oui, oui. Donc les Échos écrivent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas écrit de courrier, j'ai pas expliqué que ça. C'est pas moi qui l'ai écrit. Et il y a tout un tas de gens qui parlent à mon nom, qui disent des choses, mais c'est pas moi qui le dis. Là, moi, je suis devant vous et je parle. Et donc ce que je dis, c'est ce que je dis là. C'est pas un article des Échos qui, d'un journaliste qui reprend quelque chose qui veut dire quoi que ce soit. Monsieur Lebard. Oui. Voilà, vous avez vu le repreneur. Vous savez combien il coûte son projet alors? Je vous l'ai dit, il a présenté un projet mais à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cases dans son projet. Donc le montant potentiellement change et de manière très importante. Donc aujourd'hui, oui, il a donné un chiffrage, mais il a donné plusieurs chiffres. Donc là aussi, il faut un peu qu'il se... Voilà. Donc vous savez combien il va mettre sur la table? Pour le moment, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, c'est une question que je pense que j'ai répondu de manière précise. La seule personne aujourd'hui qui est prête à mettre de l'argent sur la table, c'est Arjo Wiggins. Sur le reste, il a besoin d'investisseurs. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il a des investisseurs, pas d'investisseurs, comment ça avance, je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'à titre personnel, les deux repreneurs n'ont pas d'argent. Ça, je le sais. Alors après, ils ont besoin de gens pour les aider. Ça se trouve. Il peut y avoir des investisseurs et des gens qui investissent. J'ai pas dit qu'il n'allait pas le faire. Mais eux deux, à titre personnel, aujourd'hui, ils n'ont pas le début du commencement personnellement du financement. Ils n'ont pas assez d'argent. Monsieur Lebert, je voudrais simplement revenir sur ce que vous avez dit il y a quelques instants. Quand vous avez dit, les Échos, ils écrivent ce qu'ils veulent. C'est sûr. Mais je vous ai entendu sur BFM Business, et je vous ai entendu le discours que vous avez en disant que vous allez vous désengager de la branche production. C'est pas le journaliste, c'est vous qui l'avez dit. Sur Internet, c'est pareil. Sur YouTube, vous parlez, je sais pas, mais tout le monde a accès, si bien vous. C'est pas le journaliste. Attendez. Alors vous allez me dire que vous avez un sosie, puis c'est le sosie qui a parlé pour vous. C'est un montage. Sosie, non, et en plus j'ai pas de frère jumeau, donc ça peut être que moi. Donc si c'était ça. Non mais attendez. Vous êtes bien d'accord que c'est vous qui l'avez dit? Attendez. Non, j'ai pas dit ça. D'abord, je voudrais revenir sur deux choses. Moi je suis là aujourd'hui pour vous parler de Viserne, parler de la situation et parler de ce qu'on doit faire. Donc revenir en permanence sur Monsieur Lebard en 2008, il a dit que c'était le démantèlement Jargeau. Je l'ai dit et je le redis, c'est faux, j'ai jamais dit ça. Voilà, j'ai jamais dit ça, mais après je vais faire une petite précision. Et la deuxième chose, c'est que je suis là pour répondre aux questions des salariés de Viserne au regard de la situation de Viserne et de l'avenir. Donc revenir en permanence sur Monsieur Lebard a dit démantèlement en 2008, laissez-moi vous dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
La seule chose, et je le redis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand vous êtes une société de distribution qui s'appelle Antalis, vous ramenez ça par rapport à ça, c'est plus flexible qu'une usine, effectivement, de production qui fait du papier, impression, écriture. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et l'autre chose que j'ai dit, c'est que je regrette, je l'ai même dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est que je pense qu'on est dans une industrie qui a souffert cruellement de ne pas avoir plus de consolidation. Je vous mentionnais tout à l'heure, effectivement, et vous l'avez mentionné, l'usine d'Arche et l'usine de Dettingen. Et bien, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dans le papier décor? C'est qu'au lieu d'avoir 10 acteurs qui se sont battus comme des chiens pendant et à la fin, il y en a eu seulement 3 ou 4. Et 3 ou 4, effectivement, ça permet quoi? Ça permet de maintenir les marges et d'avancer intelligemment. Et donc, on a souffert cruellement dans notre métier d'impression-écriture qu'il n'y ait pas eu plus de conciliation dans le secteur. Et ce que j'ai dit, et ça c'est vrai, j'ai toujours dit, que je pensais qu'il était fondamental pour l'industrie du papier qu'il y ait plus de consolidation en Europe et qu'on fasse des champions européens. Ça, je l'ai dit. Et j'ai dit que j'étais prêt à participer à la consolidation du secteur. Mais j'ai jamais dit que je voulais démanteler Arjowiggins. Ça, c'est absolument faux. J'ai dit que la consolidation dans notre industrie paraissait quelque chose de fondamental, comme dans toutes les industries d'ailleurs. J'ai peut-être mal compris, mais ça m'étonnerait. Mais c'est ça que ça veut dire. Et je pense qu'à votre place, aujourd'hui, je suis quand même un ancien de la boutique, je devais avoir un putain de sentiment d'échec. Parce que bon, depuis des années, que ce soit en CCE, que ce soit en CE, on vous a parlé de formation, on vous a parlé aussi d'investissement, de recherche-développement. Il n'y a plus rien, je suis désolé, c'est un peu de votre faute, ce qui nous arrive. C'est même de votre faute, c'est pas un peu. Parce que recherche et développement, on s'est battu avec la direction pour les budgets et tout. Maintenant, aujourd'hui, même un produit innovant, pourquoi pas l'avoir fait chez Arjo, par exemple? Parce qu'on a quand même, vous avez Arjo a une réputation. Quand on prend leader mondial, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Moi, je pense que vous avez, je sais pas qui est-ce qui s'occupe, si c'est vous-même qui s'occupez de votre stratégie, mais de temps en temps, il faudrait peut-être écouter vos élus. Ça fait 40 ans que je suis dans la boutique, j'ai vu des évolutions de papier différentes, des trucs comme ça. Là, depuis l'arrivée de la coupeuse d'Alum, et puis bon, le Cyclus, on a œuvré pour l'avoir. On est allé même à Greenfield pour récupérer la pâte, parce que les gens, ils ne voulaient pas venir chez Arjowiggins. Moi, je pense que là, vous êtes totalement planté, puis vous allez planter le reste du groupe si vous continuez à ne pas investir dans la recherche et développement. Je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas dans la branche graphique, on a tout à fait continué à investir en recherche et développement. Pardon? Dans quoi? Alors, en tout cas, si je regarde les budgets, les différents éléments qui ont été faits, on a dans les enzymes, on a regardé tout un tas d'éléments, on a creusé toute l'activité qu'on a fait effectivement dans les recyclés. Je crois qu'il y a un vrai effort qui a été fait en recherche et développement. Pas que dans l'économie des produits. C'est pas vrai, mais enfin bon, voilà, si vous l'affirmez, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et c'est important, n'hésitez pas s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Je préfère que vous reposiez des questions et au moins que vous puissiez ensuite quitter la réunion en ayant eu le sentiment d'avoir eu les réponses aux questions que vous avez. Le timing du PSE, c'est quoi là? Le timing du PSE, on va avancer dans les mois qui viennent pour effectivement boucler, je l'espère, la négociation sur le PSE. Et derrière, effectivement, une approbation par la directe qui devrait intervenir, si on regarde, dans les 4 mois qui viennent. C'est-à-dire la fin du PSE, c'est quand? C'est donc fin février là. Donc non, c'est plus que ça. Donc ça fait 4 mois à partir du 29 octobre, c'est ce que je dis, oui, 4 mois, oui, c'est bien. Oui, plus un mois d'homologation. Donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, fin mars. Donc on est exactement dans le même timing qui avait été prévu dans les... On est exactement dans le même timing. Quand vous dites on a perdu assez de temps, moi je trouve qu'on n'a pas gagné de temps. On a gagné ici une survie de garder nos mois de travail, des salaires, mais on n'a pas gagné de temps, c'est pas vrai, parce que vous êtes exactement dans le même timing de ce qui était prévu dans les livres. Enfin, excusez-moi, j'interviens, je redis la même chose. Moi, ce qui me paraît important pour vous, c'est de dire qu'on souhaite avancer sur cette négociation du PSE, et j'ai par ailleurs pris l'engagement qu'il n'y aurait pas de licenciement qui partirait avant début juin 2015. Donc, je ne vois pas très bien ce que ça change. Si je peux me permettre, je ne vois pas très bien ce que ça change.
Il y a une seule chose que ça changera, c'est qu'au moins les gens sont fixés et que les choses seront claires. À double titre, un, sur ce que potentiellement ils pourront toucher, et deuxièmement, pour le repreneur, effectivement, le montant exact qui serait mis à sa disposition pour pouvoir avancer dans le cadre de la reprise. Est-ce que vous pensez que M. Vessière serait d'accord pour venir présenter son projet ici devant nous? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'il le fasse, oui. Mais je pense qu'il faut qu'il le fasse à partir du moment où il est plus avancé qu'il ne l'est aujourd'hui. Si vous voulez, ça ne sert à rien de venir vous expliquer un projet si effectivement son projet n'est pas plus détaillé, qu'il n'a pas les éléments plus précis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des problématiques de financement et ensuite d'enveloppe entre problématiques sociales, investissement industriel et ou sous-traitance. Donc je pense qu'il a besoin, avant de nous parler, d'être en phase quasi finale. Je crois que ça sert à, voilà, c'est prématuré aujourd'hui et ça ne servira à rien. Oui. Moi, une petite question. Monsieur Dekira a parlé R&D, formation, etc., etc. Vous êtes au courant de qu'est-ce que ça a apporté à Arjowiggins, tout ce qu'on a pu voir au niveau PEPS, 5S, des réunions, des graphiques, etc. Combien d'argent vous avez gagné grâce à ces procédés? Parce qu'à l'heure actuelle, on est en vente. La machine qui était là, elle est à la ferraille. On a coupé les caisses, les têtes à rideaux, etc. pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Mais qu'est-ce que toutes ces réunions, etc., les points 5 minutes ou les messes, ça a rapporté à Arjo? Après, en termes de chiffres, là, j'ai pas les chiffres du tout en tête, mais ça a amélioré la productivité de manière claire, et donc ça nous a permis effectivement voilà, d'être plus efficace et entre guillemets de tenir plus longtemps dans un secteur, je le redis, extrêmement difficile. C'est quand même que mon chariot roule toujours à la même vitesse. C'est carré. Il y a d'autres questions? Deux mots sur les plans PEPS, parce que je me sens directement concerné. Comme a dit Pascal Lebar, ça a permis d'acheter du temps. Et c'est plusieurs millions d'euros qu'on a gagnés, que vous avez gagnés, hein. C'est pas moi qui les ai gagnés, j'ai rien gagné, que nous avons gagné par an. Et ça dans tous les domaines, hein. Que ce soit la qualité, que ce soit, commençons par la sécurité, que ce soit la qualité, les litiges, les déchets, le rendement de surface, les valeurs de rendement de surface qu'on a aujourd'hui, etc. Effectivement, après, les recettes. Et si on n'avait pas fait ça, ben, on n'aurait pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Soyons clairs. Monsieur Valéry, comment ça se fait que c'est la première fois qu'on voit une assemblée générale? Alors que vous avez dit on est tous en même bateau. C'est la première fois qu'on voit une assemblée générale. D'abord, c'est pas une assemblée générale, c'est Pascal Lebar qui s'adresse aux salariés de Viserne. Voilà. Et aux assemblées générales, voilà. Non, par contre, discuter avec les salariés, ça m'intéresse. Être pris en otage, non. Oui. Oui. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y aura un suivi des gens qui vont être licenciés? Oui, bien sûr, individuellement. Là, on prend une enveloppe globale, on se dit bah, ça peut servir à un investisseur. Mais pourquoi, dans l'enveloppe des 42 millions, il n'y a pas une partie qui a été prévue pour une reprise, admettons, pour aider à un investissement, et qu'on a englobé le licenciement ou l'arrêt de l'usine et cette aide à l'investissement? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, parce que là, c'est. J'ai dit volontairement un chiffre, c'est pas du tout, je le redis ici, à titre d'exemple. Supposez demain que finalement le repreneur dise, eh ben, il y a 100 personnes sur le site que je ne veux pas reprendre. Par rapport à l'enveloppe, et là encore le chiffre des 42 et pas les 42, mais peu importe, par rapport aux 42, ça veut dire que sur cette enveloppe de 42, on va utiliser une partie de cette enveloppe de 42 pour financer les coûts de licenciement des 100 personnes que le repreneur ne voudrait pas. Donc là encore, c'est amateur d'exemple. 42, supposons que c'est 10, ça fait 42 moins 10 égale 32, et donc il ne reste plus que 32 de financement possible sur le projet d'investissement, c'est tout. Et ça dépend effectivement du plan que le repreneur lui-même va présenter.
Donc est-ce qu'il va avoir besoin de 100 personnes de moins, 50 personnes de moins, 20 personnes de moins? Il reprend toute l'usine. Dans ces cas-là, il a en théorie l'enveloppe des 42 qui lui est assurée pour l'investissement. Et donc c'est pour ça que je parle de vase communicant. Si on dit après que la sous-traitance, peu importe, sur 18 mois, va coûter à Arjowiggins, je sais pas moi, je dis 5 millions d'euros, et ben ça va être 42 moins 5. S'il y a 100 personnes de moins, et je reviens sur mon exemple de 10, c'est 42 moins 5 moins 10, donc 42 moins 15, etc. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on discute avec le repreneur. Et en plus de ça, vous l'avez bien compris, si le projet est supérieur à 42 millions d'euros, ce qui est vraisemblable sur la durée, eh ben, il faut que le repreneur quand même, il trouve le chiffre, les investisseurs qui vont mettre ce qu'il y a besoin au-delà des 42 millions d'euros. Voilà. S'il reprend la totalité, ici, monsieur Le Bar, s'il reprend la totalité des personnes et qu'il met 30% de salaire en moins pour tout le monde, est-ce qu'il bénéficie de l'enveloppe totale? Alors écoutez, ça j'en sais rien. Je pense... Quoi? Vas-y. Non, parce que sur ce point-là, c'est soit il reprend l'ensemble du personnel avec leur contrat, donc là, et du coup, il bénéficie de l'intégralité de l'enveloppe. Par contre, si il ne souhaite pas reprendre les gens avec leur salaire actuel, à ce moment-là, l'accord, ce sera que nous, on licencie tout le monde et qu'ensuite, il renégocie les contrats avec les gens qui voudront le suivre dans l'entreprise. Et à ce moment-là, le total disponible pour l'investisseur sera évidemment très faible puisque l'intégralité de l'argent sera passée dans le plan social. Voilà. C'est l'un ou l'autre, légalement, il n'y a pas d'autre option. C'est bien légalement. Hein. Donc dans son intérêt, il vaut mieux qu'il reprend tout le monde. Dans son intérêt à lui, il vaut mieux qu'il reprenne tout le monde. Pas forcément, ça dépend ce qu'il veut faire. Vous prenez l'usine de Strassel, le repreneur, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? UPM a licencié la totalité du personnel et derrière le repreneur a repris, je crois, la moitié du personnel, mais dans des conditions de contrat de travail très inférieures à ce que les employés avaient, entre guillemets, du temps d'UPM. Voilà. Ils s'en reprennent d'ancienneté. Donc après, il y a une discussion qu'il faut voir. Mais après, ça dépend, pour le coup, du montant dont lui dispose. S'il a une enveloppe, je dirais, extrêmement large, et qu'il a beaucoup d'argent, évidemment pour lui, la meilleure formule, c'est que la totalité du personnel soit licenciée, et derrière, tout ou partie du personnel soit repris dans le cadre d'un plan de reprise. Mais pour faire ça, il faudrait effectivement qu'il ait un montant considérable. J'ai entendu tout à l'heure les collègues de Charavine dire que vous n'avez pas respecté la période de sous-traitance. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que vous n'avez pas fait la même chose pour Muséum? Mais j'ai absolument pas respecté la période de sous-traitance. Absolument pas. Aujourd'hui, j'ai pas de discussion avec de repreneurs sur une problématique de sous-traitance au niveau de l'unité de Charavine, donc j'ai pas rien respecté du tout. Je ne comprends pas pas comment quelqu'un. Écoutez, monsieur Richardi, vous dites que c'est faux. Vous dites que c'est faux. Aujourd'hui, le plan social à Charavine, il est approuvé par les salariés et validé par la directe, à commencer par vous et votre père. Donc, après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez crier et dire tout ce que vous voulez. Les faits, monsieur Richardi, la réalité, laissez-moi parler, la réalité factuelle, c'est que le plan, le PSE de Charavine, il a été approuvé par les salariés et validé par la directe. Et qu'il n'y a eu aucun départ depuis là, et il n'y en aura pas. Et qu'aujourd'hui, j'ai pas de discussion avec un repreneur, qui que ce soit, donnez-moi un nom sinon, qui que ce soit sur les problèmes de sous-traitance. Donc quand vous dites ça, vous mentez. Vous mentez. Monsieur Le Bar, vous avez des discussions avec monsieur Francis Tance, qui était intéressé pour garder les papiers à forte valeur ajoutée. Là, vous avez discuté avec lui, monsieur Mitchell et monsieur Léonard. Dites pas que c'est pas vrai. C'est vous le menteur. Parce qu'à Charavine, laissez-moi parler. Je vous ai écouté, maintenant vous me laissez parler. Vous me laisserez répondre alors. En 10 ans, sur le site de Rives et Charavine, il y a eu un PSE tous les 2 ans. 2 fermetures de machines à Rives en 2008 et 2011. Les salariés ont voulu rentrer dans le PSE parce qu'il y a un ras-le-bol. Ils veulent plus entendre parler d'Arjowiggins et de monsieur Le Bar. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Par contre, pour ce qui est de la sous-traitance, vous vous étiez engagé à laisser du tonnage.
Au départ, vous aviez même parlé du packaging. Maintenant, vous revenez dessus. Je reviens. Je comprends les salariés de Viserne qui remettent votre parole en doute parce qu'on ne peut pas avoir confiance en vous. Je reviens. Monsieur, c'est absolument faux ce que vous dites. Je suis tout à fait prêt à discuter avec monsieur Tons. D'ailleurs, je vous ferai un problème que monsieur Tons, il a racheté une usine d'Arjo Wiggins. Hein, je vous rappelle. Donc, si on ne peut pas discuter avec lui, on discute avec lui. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, son principal client, vous savez qui c'est Antalis. Donc, monsieur Ricciardi, calmez-vous par rapport à ça. Monsieur Tons, je discute avec lui. Il y a un point qui est vrai. Il y a un point qui est vrai. Mais là encore, vous ne dites pas les choses. Je suis tout à fait prêt à faire de la sous-traitance à monsieur Tons. Par contre, je ne suis pas prêt à laisser à monsieur Tons la totalité de l'activité de packaging d'Arjo Wiggins. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit, vous savez quoi? Moi, je reprendrai bien la usine de Charavine. Et puis alors, vous savez quoi? Eh bien, toute l'activité packaging, c'est terminé. Vous y renoncez définitivement et je la garde pour moi. C'est notre stratégie à long terme. Ça fait aucun sens. Bien évidemment, je lui ai dit non. Je lui ai dit, je suis d'accord pour le faire pendant une petite période de 18 à 36 mois, maximum. Mais après, ça reste à moi. Ça reste ma marque, ça reste Arjo Wiggins, ça reste mes papiers, que je vais continuer à produire. Écoutez, réfléchissez un peu. Ce que vous dites est ridicule. Mais ne dites pas que vous négociez pas avec lui alors. Vous dites que vous avez aucun contact avec les repreneurs. Là, vous dites tout et son contraire. J'ai dit que j'avais discuté avec lui. Que j'ai discuté avec lui et que je ne suis pas prêt à laisser effectivement à monsieur Tons la marche Arjo Wiggins sur le packaging de luxe. C'est ridicule. C'est notre première fois au ministère, vous aviez dit que vous étiez prêt à tout laisser au départ. Et rien sur Viserne. Maintenant, vous dites le contraire. J'ai jamais dit que j'étais prêt à tout laisser. Arrêtez, monsieur Ricciardi. Arrêtez. Arrêtez. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. On connaît votre fonctionnement, hein, monsieur Lebar. Hein. Plus personne n'a confiance en vous, c'est tout. Bah, en tout cas, les salariés de Charavine, eux, ils ont accepté le PSE et derrière, ça a été validé par la directe. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Ils ont accepté le PSE parce qu'ils ne veulent plus entendre parler d'Arjo Wiggins. Et ils font tout pour avoir un repreneur, monsieur Lebar, c'est tout. Monsieur Ricciardi, je pense qu'effectivement, on est à Viserne ici, on traitera ailleurs le problème de Charavine. Je crois que ça suffit. Non, c'est simplement pour dire que vous revenez sur vos paroles et que personne ne peut avoir confiance en vous, c'est tout. Je crois que ça suffit. C'est pour ça qu'on est là, pour pas que vous racontiez n'importe quoi sur le site de Charavine. Je crois que ça suffit. Enfin, le site de Charavine, je le redis, le PSE, il a été approuvé et validé par la directe et personne n'est parti de Charavine et je continue de discuter, le cas échéant, avec des repreneurs crédibles. Voilà, ça c'est la vérité, ça c'est factuel. Vous êtes d'accord? Oui, je suis un peu en colère parce que j'aime pas qu'on dise n'importe quoi. Voilà. Et j'aime pas qu'on me traite de menteur parce que je suis pas un menteur. Voilà, ça c'est la vérité. Et les faits sont les faits. Et je sais quoi je parle. Donc ça va à un moment donné. Je viens de faire un jury, on dit n'importe quoi, mais on dit pas n'importe quoi. Eh bien vous en doutez si vous voulez. En tout cas sur Charavine, le PSE, il a été approuvé et validé par la directe. Et personne n'est dehors. Ça c'est un fait. Ça c'est factuel. C'est pas discutable. Alors, sur Viserne, est-ce qu'il y a d'autres questions sur Viserne? Oh, pardon? On a peur. Voilà, écoutez, arrêtez, vous me connaissez. Je suis doux comme un agneau. Et quoi, oui? Voilà, comme voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, non. Je crois qu'à un moment donné, il a envisagé cette hypothèse, mais pas du tout de manière sérieuse. Et... Non, non, c'est pas le cas. Le site de Viserne est vraiment devenu prioritaire par rapport aux deux autres sites? Toujours ici, monsieur le maire. Il y avait deux autres sites en Europe du Nord. Est-ce que Viserne est prioritaire maintenant sur son choix? Sur le choix du repreneur? Alors, j'ai compris lors de la dernière réunion qu'effectivement, alors j'avais pas compris deux, j'avais compris un. Ouais, moi j'avais compris qu'il en restait un. Il l'a juste mentionné. De vous à moi, il a mentionné devant l'État. Et donc j'ai eu le sentiment que c'était un petit message qui passait pour que l'État comprenne qu'éventuellement il y avait d'autres solutions, un peu de levier si vous voulez. Intelligent pour se dire qu'à un moment donné, s'il y avait des aides d'État, elles étaient les bienvenues parce qu'il y avait peut-être d'autres pays qui pouvaient également aider. Donc c'est dans ce sens que je l'ai compris. Après, je ne sais pas ce dont il s'agit, je ne sais pas où c'est, mais voilà, mais j'ai pas compris que c'était deux, mais un seul site. Et je vous dis, je l'ai plus senti comme une pique potentielle pour essayer de dire à l'État, attention, si vous pouviez nous aider un peu, ça serait une bonne chose. Voilà, donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous remercier pour votre écoute.
J'espère que je vous ai apporté les réponses. Je ne sais pas si elles vont satisfaire, mais en tout cas, j'ai essayé d'être transparent et le plus clair possible. Je reviendrai donc vous voir lors du premier, j'y prends l'engagement, du premier trimestre 2015 pour faire un point avec vous. Entre-temps, j'espère effectivement qu'on va pouvoir avancer intelligemment sur le volet social. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour essayer de faire le maximum pour que le plan de reprise du repreneur puisse avancer intelligemment et dans la bonne direction pour vous tous. Voilà, je vous remercie.